Merci, Monsieur le Président. Chers amis, je tiens d'abord à remercier la CNRA de m'avoir associé à ce cours, et plus particulièrement mon maître et mon ami, mon très cher ami, Dr Bachir Ozir, de m'y avoir invité pour voir ensemble ces nouvelles classifications de la PHS et de l'UIP. Beaucoup de choses ont été très bien dites, donc je ne vais pas redire certains éléments, notamment en matière de technique de scanner. La fibrose pulmonaire idiopathique est la plus fréquente et la plus grave des PID chroniques. Voilà. Mais il faut savoir que depuis la TSERS 2011, le scanner haute résolution a été placé au centre de la discussion. Très important ce scanner, c'est pour ça qu'il faut insister beaucoup sur la technique et sur la qualité de cette imagerie. Bien sûr, le diagnostic, ça a été très bien dit tout à l'heure, se fait lors de discussions multidisciplinaires. Notre démarche diagnostique se résume par ce tableau. D'abord, le scanner haute résolution. Il est au centre de l'intérêt. Et la technique doit être impeccable. Je ne vais pas m'attarder sur les coupes en inspiration maximale, sur les coupes en procubitus, les coupes en expiration. Ça doit être fait. Il faut parfois reconvoquer le malade pour les faire. Autrement, on fera de mauvais diagnostics. Et on ne fera jamais de diagnostic, on ne discutera jamais des malades avec des mauvais scanners, des scanners avec des coupes épaisses. Ça n'a pas de sens. Il faut être très précis. La modulation de dose, oui, les scanners le permettent, les nouvelles machines, mais jamais d'ultra low dose, pas moins de 1 millisievert, parce que vous allez perdre en résolution. Voilà la classification de l'UIP, c'est ça. C'est en fait 4 groupes. L'UIP, pattern UIP, l'UIP probable, l'UIP indéterminé et les alternatives diagnostiques. Et on va essayer de les schématiser, de les rendre plus digestes, parce que c'est vrai que c'est compliqué. Il y a des situations qui sont simples, mais il y a des situations qui sont compliquées. Et vous voyez que dans ces classifications, on s'intéresse à la distribution des lésions et on s'intéresse à l'aspect scanographique, les lésions élémentaires. Donc distribution, toujours, distribution et aspect des lésions. Nous allons commencer par l'UIP typique. La distribution, c'est une prédominance sous-pleurale. Elle est obligatoire. Il faut avoir une prédominance sous-pleurale pour parler d'un pattern UIP typique. La prédominance basale, le plus souvent, mais rarement diffuse, peut avoir des lésions diffuses. Et souvent, il y a un gradient apicobasal. Les lésions sont hétérogènes. Elles peuvent être asymétriques dans 25% des cas. Sur le plan scanographique, ce pattern du UIP typique est caractérisé par le rayon de miel. Plus ou moins. Donc le rayon de miel, plus ou moins, bronchectasie, bronchiectasie par traction périphérique, et je souligne le terme périphérique, les réticulations, le verre dépoli, et les ossifications pulmonaires qui ne sont pas spécifiques. Donc, on s'intéresse au siège des lésions, siège sous-pleural, périphérique. Sur les lésions alimentaires, c'est le rayon de miel, pour parler d'un pattern UIP spécifique. Pourquoi c'est intéressant et c'est important d'être précis? Parce que grâce à cette sémiologie, vous allez pouvoir approcher les diagnostics avec une bonne confiance, de plus de 90% des cas. Donc c'est très important de pouvoir faire et établir ce pattern-là. Et si vous avez une image à voir en scanner, moi je vous invite à voir les reconstructions coronales, parce qu'elles résument tout, absolument tout. Le gradient apicobasal, le siège périphérique sous-pleural, et c'est des lésions qui remontent, il y a des lésions ici périphériques qui remontent sur les parois latérales. Ça, c'est un aspect typique d'une UIP. Il y a du rayon de miel, il y a des bronchiectasie, des petites réticulations, et la prédominance des lésions, la distribution des lésions est typique. Il n'y a pas de problème, on est sur un pattern UIP typique. Ce rayon de miel, je ne vais pas trop m'attarder, parce que ça a été très très bien expliqué par Dr Hantous. Ce sont des espaces aériens kystiques, diamètre régulier. Ils peuvent être en monocouche, souvent en multicouche, mais ils peuvent être en monocouche. Leur paroi est épaisse et bien limitée. Prédominance basale, elle n'est pas exigée dans l'UIP. Elle n'est pas exigée, mais souvent, ils sont de prédominance basale. Le diagnostic différentiel va s'opposer avec l'emphysème, je ne vais pas m'attarder, avec les AOF, pareil. Vous voyez ici un AOF, mais avec un respect des zones périphériques sous-pleurales. Ça permet de faire la part des choses et de faire le diagnostic différentiel. Parfois, il faut savoir chercher ce rayon de miel. Vous avez ici un malade sans rayon de miel. A priori, on n'est pas sur un pattern UIP typique.
Mais quand on fait des coupes en procubitus, on va s'affranchir de cette gravitodépendance et vous allez pouvoir voir ce rayon de miel. Donc, d'un pattern UIP probable, vous devez déplacer votre malade en pattern UIP typique. Les bronchectasies, très importantes à reconnaître et à différencier, parce que vous avez deux types de bronchectasies. Les bronchectasies périphériques, et vous voyez ici la petite branche qui, en sous-pleural, devient quasiment parallèle à la paroi, c'est l'aspect d'une raquette de hockey. Et les bronchiectasies centrales périvasculaires, qui se voient dans les PINS ou dans les PHS, avec un aspect en-tire-bouchon. Donc, raquette de hockey, tire-bouchon, raquette de hockey, c'est l'UIP. Les réticulations, elles sont caractérisées dans l'UIP par leur aspect hétérogène. Vous allez avoir plusieurs types, des petites réticulations, des réticulations plus épaisses, des réticulations interlobulaires. Donc, c'est le caractère hétérogène et de leur aspect et leur caractère hétérogène de leur distribution. Il y a des zones parenchyme pulmonaire sain, des zones de parenchyme pulmonaire pathologique. Ça caractérise l'UIP. C'est à différencier des réticulations qui se voient dans les PINS, où elles sont plutôt homogènes. Le ver dipoli, donc il faut opposer généralement deux types de ver dipoli. Vous avez ici un ver dipoli, mais qui siège dans les zones de fibrose. On peut le voir dans l'UIP. Mais quand vous avez un ver dipoli qui siège en dehors des zones de fibrose, loin des bronchectasies, loin des réticulations, il faut évoquer un diagnostic alternatif, ou des lésions inflammatoires, ou une acutisation, il y a un événement intercurrent, donc la maladie se complique, ensuite on fait un scanner de contrôle, tout disparaît, tout revient dans l'ordre, puisque ce type de ver dipoli est potentiellement réversible. Maintenant, nous allons voir le pattern du UIP probable. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, distribution, sémiologie, signes élémentaires. Lésions élémentaires. Donc, la distribution, là, on va avoir obligatoirement une prédominance basale et sous-pleurale. C'est obligatoire d'avoir cette distribution pour le pattern UIP probable. Les lésions sont hétérogènes, on l'a vu tout à l'heure, et sur le scanner, il n'y a pas de rayon de miel dans le pattern UIP probable. Scannographiquement, il n'y a pas de rayon de miel. Il y a des réticulations, il y a des bronchectasies et des bronchiectasies par traction périphérique qui sont nécessaires au diagnostic. Si vous avez un pattern UIP probable, vous avez des bronchiectasies et des bronchiectasies périphériques de siège sous-pleural. Obligatoire, parce que vous n'avez pas de rayon de miel. Donc, on a la différence entre les deux, c'est le rayon de miel. Il n'y a pas de rayon de miel dans les UIP probables, il y a du rayon de miel dans les UIP typiques. C'est important aussi de connaître, parce qu'on a une relative bonne confiance diagnostique. Donc, on va approcher le diagnostic histologique dans environ 90% des cas. Et dans l'ATS-ERS récent de 2022, on ne fait pas de biopsie pulmonaire quand vous avez ce pattern du UIP probable. On ne fait pas de biopsie quand on est dans une situation clinique qui oriente vers une fibrose pulmonaire idiopathique. Donc, c'est très important de les connaître. Vous avez là votre patient, vous avez votre gradient apico-basal, la prédominance sous-pleurale, les lésions qui remontent en latéral ici, des petites réticulations, des petites bronchiectasies, des petites bronchectasies. Là, vous avez le diagnostic d'un pattern d'UIP probable. Pattern UIP probable. Le pattern UIP indéterminé, c'est quand vous avez des répartitions diffuses sans prédominance sous-pleurale, comme c'est le cas ici, le siège ici sous-pleural, il y a une atteinte plutôt proximale, du ver dipoli en proximal, donc vous n'arrivez pas à préciser votre pattern. Et quand vous avez des lésions de fibrose qui ne suggèrent pas de diagnostic d'UIP ou d'UIP probable ou diagnostic alternatif, donc vous allez classer votre malade en indéterminé. Ce qu'on classait auparavant comme pattern de l'UIP, en fait, l'UIP pattern, dans l'ATS 2018, ça a été éliminé pour éviter les confusions avec les ILAS. Là, quand on a ce pattern-là, on a une chance sur deux de faire un faux diagnostic du UP. On n'est pas très performant, c'est une zone qui est plus ou moins grise, on discute les malades, et souvent, au cours des discussions pluridisciplinaires, on est amené à surveiller les malades, et parfois, soit on fait des biopsies, et souvent les malades évoluent dans le temps vers un pattern plus évident, donc un pattern indéterminé qui peut évoluer vers le pattern probable ou vers le pattern typique dans le temps. Les diagnostics alternatifs, quand vous avez des lésions apicales ou moyennes, donc des situations qui n'évoquent pas une UIP.
Donc, une prédominance apicale, une prédominance moyenne, une distribution péribronchovasculaire, un respect sous-pleural dans les pins. Quand vous avez des signes incompatibles avec une IUP, des condensations pulmonaires comme l'époque, vers des polis dominants, perfusion en mosaïque avec usage respiratoire dans les PHS, des syndromes micronodulaires, des lésions kystiques, ou quand vous avez des plaques pleurales, des dilatations œsophagiennes, autant d'éléments qui vont vous orienter vers un diagnostic alternatif. Là, c'est rapidement les différentes situations. Donc, je ne vais pas citer très rapidement parce que vous le connaissez, la prédominance apicale, la prédominance péribronchovasculaire, donc les situations qui vont vous orienter vers le diagnostic alternatif. Regardez cette patiente. Vous avez là un rayon de miel périphérique, bilatéral, plutôt asymétrique, un gradient apico-basal. Vous avez beaucoup de... Vous voulez dire que c'est une IUP en fait typique. Or, quand vous avez un rayon de miel exubérant, plus de 110% des lésions de fibrose, vous avez ce straight edge sign, c'est-à-dire que les lésions s'arrêtent un coup donc il y a une séparation entre parenchyme pulmonaire normal, parenchyme pulmonaire fibreux, il n'y a pas cette extension périphérique. Ça se voit, et ça se voit plutôt dans les connectivites. Donc, quand vous avez un pattern, ce type de pattern-là, souvent dans les discussions pluridisciplinaires, on peut rattraper les malades, on peut re-interroger, on peut réévaluer nos patients pour trouver une cause et on arrive à classer le malade en fonction de leur pathologie. Pareil ici, donc le respect sous-pleural, je peux passer très rapidement, c'est une PINS, donc ce sont les diagnostics alternatifs. Donc, dans notre démarche diagnostique, vous avez un pattern d'UIP ou UIP probable. Dans la discussion pluridisciplinaire, s'il n'y a pas de cause favorisante, il n'y a rien, donc on est dans l'idiopathique, ça sera le diagnostic d'une fibrose pulmonaire idiopathique. Mais parfois, vous avez un pattern UIP ou UIP probable, mais au cours de la discussion, on trouve un élément qui oriente vers une pathologie non idiopathique, donc ça serait d'une fibrose pulmonaire non idiopathique, donc ça sort de ce cadre-là. Ou vous avez un pattern d'UIP indéterminé ou un diagnostic alternatif. Dans ce cas, on va se rabattre sur le reste. Le lavage broncho-alvéolaire, la biopsie pulmonaire, la cryobiopsie, plus ou moins la cryobiopsie, pour rediscuter le malade ensuite avec l'anatopathologie et le classer en fibrose pulmonaire idiopathique probable indéterminée ou PID non affilié. Et là, vous avez ce tableau qui est indigeste, hein, c'est un tableau qu'on ne peut pas apprendre, c'est un tableau qu'on verra à chaque fois au cours des discussions pluridisciplinaires en fonction des différents patterns scanographiques et patterns anatomopathologiques. Le rôle de la discussion pluridisciplinaire, très important. On ne peut pas concevoir, faire des diagnostics de PID actuellement sans ces concertations pluridisciplinaires parce que, comme l'a dit, si bien dit Siali, c'est trop complexe. On ne peut pas raisonner chacun dans son coin. Donc, on est obligé de raisonner dans le cadre de ces structures ou de ces RCP parce qu'il faut intégrer la clinique, l'imagerie, l'anatomopathologie. On prendra la décision ensemble sur les biopsies pulmonaires et le choix du site à biopsier. On proposera des diagnostics, soit des diagnostics des certitudes, soit des diagnostics profuseurs de travail. C'est une hypothèse de travail sur laquelle on va bâtir toute notre démarche diagnostique. Soit on va classer le malade en inclassable. Mais bien sûr, comme ça l'a si bien dit le Dr Hantous, on réévalue nos malades. On réévalue et d'un pattern à l'autre, on peut évoluer d'un pattern à l'autre au cours de l'évolution. Je vais passer maintenant à la pneumopathie d'hypersensibilité. C'est une granulomatose. Les critères diagnostiques se basent sur l'exposition à un antigène, un tableau clinique et radiologique compatible et une lymphocytose de LBA. Maintenant, on scinde la pneumopathie, la PHS, en deux groupes, la PHS non fibrosante et la PHS fibrosante. Pour la PHS non fibrosante, je vais m'intéresser essentiellement à l'aspect typique. Souvent, elle ne pose pas beaucoup de problèmes. Contrairement à la PHS fibrosante, elle ne pose pas autant de problèmes. Et c'est toujours la même chose. Vous allez vous intéresser à la répartition, vous allez vous intéresser à l'aspect, à la sémiologie scanographique, donc les lésions alimentaires sur le scanner. Mais un élément nouveau ici dans la PHS, vous allez vous intéresser également à rechercher des signes en faveur d'une atteinte des petites voies aériennes. Parce que si vous avez ces signes-là, ça va vous changer la vie. Vous allez pouvoir faire votre diagnostic d'une PHS. Donc, le pattern typique, c'est quand vous avez un des deux signes d'une infiltration en parenchymateuse pulmonaire, vers des polis, atténuation en mosaïque, un signe d'une atteinte des petites voies aériennes, nodule centrolobulaire, piégeage, et une distribution diffuse en axial et en crânio-caudal avec parfois respect des bases. Tout est résumé ici. Vous avez
une atteinte diffuse, il n'y a pas de gradient évident, peut-être un petit respect au niveau de la région sous-pleurale, ici au niveau de la base. Vous avez le verre dépoli, vous avez le piégeage expiratoire et des micronodules centrolobulaires de limite floue. Si vous avez ces signes-là, c'est une PHS dans sa forme non fibrosante, parce qu'on n'a pas de fibrose ici. Vous avez là, pareil, c'est la même chose. Vous avez des micronodules de distribution centrolobulaire, une atteinte diffuse dans le plan crânio-caudal, un piégeage expiratoire, des zones de piégeage, c'est un piégeage expiratoire, donc vous allez pouvoir poser votre diagnostic d'une PHS. La même chose, diffuse, piégeage, verre dipoli, micronodules centrolobulaires, pas beaucoup de difficultés diagnostiques. Par contre, dans la PHS fibrosante, vous allez avoir beaucoup de difficultés parce qu'il y a une simulation des aspects. Donc la PHS peut avoir des aspects d'une UP, donc ça peut poser des problèmes de diagnostic différentiel. Dans la PHS fibrosante, il s'agit d'une atteinte chronique de la maladie, elle peut évoluer pour son propre compte et elle est de pronostic plus péjoratif que l'autre forme, la forme non fibrosante. Elle pose un problème de diagnostic différentiel avec d'autres pathologies fibrosantes, la fibrose pulmonaire idiopathique, PINS, etc. Elle doit faire partie des gammes diagnostiques des PID fibrosantes, même en l'absence d'une exposition évidente, parce qu'on ne peut ne pas la retrouver dans 50% des cas, ce qui n'est pas négligeable. Et vous avez ici les différents patterns, tels que décrits dans la nouvelle classification, l'aspect typique, l'aspect compatible et l'aspect indéterminé. Et toujours, vous allez rechercher ce signe en faveur d'une atteinte des petites voies aériennes. Dans sa forme typique, elle regroupe un signe d'une fibrose pulmonaire. Un signe d'une fibrose pulmonaire. Donc on est sur une forme fibrosante. Réticulation, distorsion lobulaire, les bronchectésies de traction et les rayons de miel peuvent être présents mais non dominants. Sont présents mais non dominants. La distribution, il n'y a pas de prédominance crânio-caudale et axiale, prédominance parfois moyenne, mais respect relatif des bases. Donc on retrouve un peu la sémiologie tout à l'heure, une distribution plutôt diffuse. Mais l'élément le plus important à rechercher qui permet de redresser le diagnostic, c'est cette atteinte des petites voies aériennes, des nodules, des atténuations en mosaïque et la 3 densité Hedges sign et le lobule piégé. Le Hedges sign, c'est ça en fait. C'est quand on voit cette image, on dit que même dans les RCP, on a l'intention de dire que c'est une PHS, là, c'est une PHS, il faut chercher une cause. Parce que quand vous avez cet aspect de parenchyme pulmonaire non piégé, normal, verre dépoli, parenchyme pulmonaire piégé, donc ces 3 densités, ça rappelle un peu le tête de fromage, c'est ça. Donc le Hedges sign, et donc ça, c'est assez évocateur d'une PHS. Vous avez ici, pareil, de la fibrose périphérique et centrale, donc il n'y a pas de prédominance particulière, il y a du piégeage, une diffusion qui est diffuse, une atteinte qui est diffuse dans le plan crânio-caudal. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment je fais? Je passe normalement. Donc, il y a une distribution crânio-caudale et axiale, lésion de fibrose, pattern 3 densités, donc on est plutôt confiant de parler d'une PHS. Les lobules piégés, il faut exiger plus de 5 lobules piégés dans 3 lobules différents pour parler de piégeage, de piégeage expiratoire, parce qu'on peut avoir des petits piégeages même dans les IUP. Les patterns compatibles avec une PHS, tous les autres patterns que celui d'une PHS typique, on peut avoir un pattern d'IUP, on peut avoir du verre dipoli diffus avec fibrose, la distribution, elle peut être sous-pleurale, périvasculaire, ce sont des signes d'atypie, en fait, c'est des signes qui ne sont pas en faveur d'un aspect typique d'une PHS, mais toujours vous avez ce signe TDM d'une atteinte des petites voies aériennes. Toujours, faites votre expiration, s'il y a un piégeage et qui répond à un critère d'un piégeage, on est plutôt vers un aspect compatible, un pattern compatible avec une PHS. Les PHS fibrosantes, le pattern indéterminé, c'est les autres en fait. C'est les autres, pattern non typique et non compatible avec une PHS, pattern UUP probable, UUP typique, UUP probable, UUP indéterminé, PINS fibrosante, tous les autres patterns, mais sans atteinte, sans signe en faveur d'une atteinte des petites voies aériennes. Donc les autres. Donc il y a le pattern typique, compatible, et il y a les autres. Et qui fait la différence? C'est l'atteinte des petites voies aériennes sans les fameux clichés ou les fameuses acquisitions en expiration.
Regardez ce patient de 50 ans, ancien fumeur, tout dyspnée, réticulation, un peu de verdipolie, sous-pleural, ça prédomine au niveau des bases, il y a des petites bronchiectasies par traction, périphérique, tout porte à croire que c'est un aspect d'un pattern d'UIP probable, il n'y a pas de rien de miel, probable. La biopsie, c'est une PHS. Il n'y a pas d'atteinte des petites voies aériennes, donc on était sur un pattern d'UIP probable ou d'un pattern indéterminé pour une fibrose pulmonaire, pour une PHS, et la biopsie, c'était une biopsie d'une pneumopathie d'hypersensibilité. Donc les messages à retenir. Le rôle majeur des discussions multidisciplinaires, c'est indispensable. On ne pourra pas faire de diagnostic seul, ni le radiologue, ni le pneumologue, ni l'anatomopathologuiste, donc on est obligé, ni le chirurgien, on est obligé de travailler ensemble. Le rôle majeur du radiologue dans le diagnostic initial, puisque le scanner haute résolution est au centre de l'intérêt et le scanner doit être d'excellente qualité. D'excellente, il ne faut pas hésiter à le refaire avant d'entamer votre démarche diagnostique si vous n'avez pas de bon scanner. Il faut intégrer l'imagerie aux données cliniques, biologiques et parfois anatomopathologiques. Quand vous avez un pattern UIP et UIP probable, ça suffit pour faire le diagnostic d'une fibrose pulmonaire idiopathique. C'est dire l'importance d'être très précis dans la description. Dans les PHF fibrosantes, la PHF fibrosante doit faire partie des gains de diagnostic des PID fibrosantes, même en l'absence d'une exposition évidente. Les signes d'une atteinte des petites voies aériennes, ça permet de vous orienter vers une pneumopathie d'hypersensibilité. Je vous remercie.